Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce soir, le monde célèbre le 1er mai de chaque année la journée internationale du travail. Le gouvernement guinéen s'engage à promouvoir les principes et droits fondamentaux du travailleur. Et puis le réseau national des associations pour le développement de l'entrepreneuriat féminin en Mamou, les femmes caressent le rêve d'une transformation locale de la tomate. Enfin, bientôt de l'eau potable pour les populations de Téléméléville. Le projet d'adduction en eau potable évolue à grands pas, un véritable ouf de soulagement pour les populations de cette localité. Voilà pour les titres encore une fois. Bonsoir. Tout d'abord, dans le cadre de la réforme des services de défense et de sécurité, son Excellence, Monsieur le Président de la République a signé des décrets ci-après. Décret D-065-065-PRG-SGG du 30 avril 2015 portant attribution et organisation de la Direction générale de la police nationale. Décret D-066-PRG-SGG du 30 avril 2015 fixant les modalités de nomination au grade et emploi du personnel de la police nationale. Décret D-067-PRG-SGG du 30 avril 2015 complétant le décret D-2013-172-PRG-SGG du 9 décembre 2013 portant statut de l'École nationale de la police et de la protection civile. Décret D-2015-68-PRG-SGG du 30 avril 2015 portant réglementation du port de l'uniforme dans la police nationale. Décret D-2015-069-PRG-SGG du 30 avril 2015 portant statut de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. Décret D-2015-070-PRG-SGG du 30 avril 2015 portant statut du Fonds social de la sécurité et de la protection civile du ministère de la sécurité et de la protection civile. Décret D-71-PRG-SGG du 30 avril 2015 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la commission administrative du ministère de la sécurité et de la protection civile. Décret D-072-PRG-SGG du 30 avril 2015 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la commission de santé du ministère de la sécurité et de la protection civile, Conakry le 30 avril 2015. Dans l'actualité, remaniement ministériel hier en Guinée, 4 départements changent de locataire. C'est le cas des départements de la pêche, de l'aménagement de la ville et de l'industrie et de la culture. Avec ces 3 nouvelles figures, Amirou Conté à la culture, Jean-René Lama à la pêche et Boubacar Bari à l'industrie. Mais qui sont les nouveaux ministres du gouvernement Fofana? Élément de réponse dans ce reportage. Bari Boubacar est le nouveau ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Entre 2008 et 2009, il a occupé le poste de ministre d'État chargé de la construction, de l'aménagement du territoire et du patrimoine bâti. Architecte de formation, il compte sur son expérience pour impulser une nouvelle dynamique dans le secteur de l'industrie tout en encourageant l'entrepreneuriat. Avant d'être nommé au poste de ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, Boubacar Bari était le président de la coalition de l'opposition extra-parlementaire à travers son parti politique, l'Union nationale pour le renouveau. Les premiers sentiments sont des sentiments de satisfaction. Pas du fait d'être ministre, mais du fait d'être choisi parmi autant de Guinéens pour assumer des responsabilités, apporter un plus à la dynamique actuelle pour que nous puissions nous-mêmes être en adéquation avec les valeurs et les vertus du parti politique que je dirige, dont le slogan principal est l'union dans la diversité pour une Guinée nouvelle. C'est en application de ce concept et après avoir échangé longuement avec le président de la République que j'ai jugé utile de venir l'accompagner pour continuer à
aider à la construction positive de notre pays. Jusqu'hier soir, secrétaire général du ministère du Plan, Jean-René Camara est le nouveau ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Né à Mamou, Jean est titulaire d'une maîtrise en géographie et d'un 2A en population et statistiques économiques pour le développement durable. Chercheur et écrivain, il est membre du collectif de l'écrivain de Guinée. À 50 ans, Jean-René Camara est le premier surpris de sa nomination au gouvernement. À la pêche et à l'aquaculture, il se fixe pour défi de donner un nouveau souffle à un secteur stratégique de l'économie guinéenne. J'étais là sur le chemin de retour après le boulot, et comme ça, à la radio. Voilà, j'entends, comme je suis régulièrement les journaux à la radio et à la télé, et donc j'ai entendu décret. Et voilà, la surprise tombe. Et donc, j'ai éclaté de joie avec mon chauffeur. Et je mesure la mission qui m'est assignée. Et donc, avec beaucoup de joie et de reconnaissance à l'homme qui m'a choisi parmi tant de Guinéens. Mohamed Amirou Konté, lui, est bien connu du monde de la culture. Il occupe le poste ministériel d'un département qu'il fréquente depuis 2008. Secrétaire général depuis 1 an, Amirou Konté succède à Ahmed Tidjane Sissé, décédé en janvier dernier. Grand homme de culture, Amirou Konté a gravi tous les échelons de son département. Comédien, opérateur culturel, puis directeur national des arts et loisirs de 2008 à 2009. Directeur de l'Académie de percussion jusqu'en 2014. À 56 ans, Amirou Konté a la lourde charge de sonner le réveil d'un secteur capital qui battait de l'aile. Il y a le domaine des infrastructures, des équipements culturels. Je parle des espaces de création et de diffusion, palais de la culture, espaces culturels ou centres culturels, musées, bibliothèques, et aussi la restructuration des ensembles nationaux qui constituent des éléments de priorité chez nous. Cette année, il y aura les quinzaines artistiques. Dans les régions, dans toutes les régions de notre pays. Et puis en 2016, on organisera le Festival national des arts et de la culture. Que nous allons nous y mettre pour que la Guinée soit présente dans plusieurs événements culturels internationaux. Que la Guinée soit là pendant que les autres pays aussi sont là. Intervenu hier soir, ce remaniement gouvernemental est le 3e plus important du gouvernement Saïd Fofana. Il intervient à 5 mois et quelques jours de la présidentielle du 11 octobre 2015. Bientôt, le recrutement de 2000 fonctionnaires au compte du ministère de la Santé par la fonction publique. Ce concours est prévu à la fin du mois de mai. La réception des dossiers de candidature est en cours dans les régions administratives du pays. Ici à Conakry, l'engouement est de taille. Au gouvernorat, une partie des dossiers est reçue. Explication, Mamadi Terman Kamisoko. Devant les grilles de l'entrée principale du gouvernorat de Conakry, des petits attroupements des jeunes diplômés munis de leur dossier. Depuis l'annonce du recrutement prochain de 20 000 agents de santé, la Cour ne désemplit pas. Diallo Adama, ATS, ne veut point rater cette occasion. La commission du gouvernorat ne reçoit désormais que les dossiers des candidatures des agents techniques de santé. Mais la lenteur de la procédure irrite certains. Ça fait au moins 72 heures jusqu'à présent, on n'arrive pas à déposer le dossier. Face à ces accusations, le responsable de la commission se défend. Il faut vérifier d'abord à partir de l'extrait de naissance, à partir du casier judiciaire, à partir de la carte d'identité nationale, à partir de diplôme, est-ce que les dates sont identiques? Si c'est OK, est-ce que le diplôme aussi c'est authentique? Ce recrutement de 2000 agents de santé vise à renforcer le système de santé guinéen durement affecté par l'épidémie d'Ebola, avec 109 agents de santé tués depuis l'apparition du virus il y a 1 an. Nous avons vu la nécessité de renforcer les capacités sanitaires pour permettre ainsi, n'est-ce pas, à notre système de santé de mieux, n'est-ce pas, se préparer afin de pouvoir éradiquer, n'est-ce pas, cette maladie à virus Ebola. Après cette étape de dépôt des dossiers qui se poursuivra jusqu'au 11 mai sur l'ensemble du territoire national, les postulants seront soumis à un concours les 23 et 24 mai prochains. À la fonction publique, on envisage cette année le recrutement de 10 000 fonctionnaires.
À Télémélé, cette bonne nouvelle pour les ménages. Bientôt de l'eau potable va jaillir des robinets. Le projet d'adduction de la ville en eau potable évolue et les travaux d'achèvement de la station de reprise de forage sont en cours. Pour en savoir davantage, suivez ce reportage de Thiernos Mandialou. Après 10 ans d'interruption, le projet d'adduction en eau potable de Télémélé est enfin relancé. Plus que 2 mois environ de l'avis des techniciens avant la fin des travaux de construction de cette station de reprise de 220 mètres cubes d'eau. C'est l'un des projets qui suscite le plus d'attention dans la commune urbaine. 4 milliards de francs guinéens ont été investis pour les travaux d'achèvement. À mon arrivée même, ce qui m'a fait fuir au sommet là-bas, ce qu'on appelle le quartier Nissidé, c'est le problème d'eau. Je me suis dit, on m'avait mis une villa gratuitement à ma disposition sans payer frais de location. Mais je décliné, je dis, en tant que petit fonctionnaire, si je loge ici un bidon d'eau en période de tillage là, il faut payer 1500 francs pour un bidon de 20 litres. Alors je me suis dit, en tant que petit fonctionnaire, je ne pourrais pas supporter ça avec les autres charges de la famille. J'ai préféré décliner pour venir dans le quartier Koli. Donc la population attend impatiemment de puiser l'eau dans les robinets. La station de reprise d'eau de Télémélé va être reliée à des forages qui vont aspirer l'eau devant être traitée, puis servir à la population. Pour une zone accidentée comme Télémélé, les techniciens ont dû prévoir un réservoir spécialement dédié au quartier situé en hauteur. C'était là un des défis à relever afin que la desserte soit globale. Nous sommes parvenus à mettre à niveau le réseau de l'adduction d'eau, le raccordement des basses de 2 fois 100 mètres cubes, le raccordement du château d'eau. Si Dieu le veut bien, si nous sommes financés, dans 2 mois et demi, les habitants de Télémélé auront de l'eau. Ce projet d'approvisionnement de Télémélé en eau potable vient s'ajouter au forage électrique aménagé dans le cadre du programme d'urgence Eau pour tous. À Mamon, capitale de la tomate, les femmes tentent tant bien que mal de transformer ce produit sur place. Pour y arriver, elles suivent une session de formation pour améliorer les différentes méthodes liées à la transformation locale de la tomate. Reportage à Mamon, Mariam Bari. Le réseau national des associations pour le développement de l'entrepreneuriat féminin relance les activités de transformation de la tomate en purée à Mamon. Une cinquantaine de femmes s'organisent pour apprendre les techniques de transformation locale des légumes de la localité. On a beaucoup de produits ici, mais malheureusement on ne sait pas les transformer. Et tandis que quand vous allez ailleurs, dans les pays voisins, vous voyez qu'ils viennent prendre nos produits pour les transformer et les exporter. Je souhaiterais qu'on puisse exporter nos produits aussi, faire connaître nos produits, parce que nos produits sont connus mais sous d'autres labels et non sous le label guinéen. Quand il y a une ONG qui est là pour supporter ces femmes, pour assister ces femmes, on ne fera que remercier cette ONG et demander encore un appui de plus, car les femmes de Mamon sont disponibles. Organisées en groupement, ces femmes sont pour la plupart des retraités de l'usine de conserverie de Mamon. Elles partagent leur expérience avec les associations féminines de la localité. L'objectif est de promouvoir l'autonomisation de la femme. Nous sommes prêts à les relancer encore, à faire ces activités pour que nous puissions les consommer maintenant sur place. Nous n'avons pas les moyens. Aucun moyen n'est là pour faire les travaux. Nous n'avons pas de machine pour gratter ces tomates ou bien pour les piler, les rendre en pâte. À ce jour, Mamon fait partie des préfectures qui produisent des légumes en grande quantité. La culture de la tomate est l'une des activités principales des jeunes femmes de la ville. L'initiative du réseau national des associations pour le développement de l'entrepreneuriat féminin intervient à un moment où la transformation des légumes fait défaut dans le pays. Page santé avec l'installation de l'instance de coordination nationale de Guinée, une instance qui sert d'interface entre le gouvernement et le Fonds mondial de lutte contre les maladies comme le VIH, SIDA, la tuberculose et le paludisme. L'événement s'est déroulé ce jeudi sous la haute autorité du chef de gouvernement. Ousmane Bangoura nous fait le point. C'est un bureau exécutif de 3 membres, élu pour un mandat de 2 ans renouvelable. Ce bureau, dirigé par Dr Kekura Kourma, aura désormais la lourde charge de conduire les destinées de l'instance de coordination nationale de Guinée. Il est issu de la société civile, du patronat, du secteur public et privé. L'instance nationale, c'est une sorte de structure morale qui garantit le financement pour la Guinée et qui doit normalement obéir à certains critères.
selon le nouveau modèle de financement, qui puisse lui donner l'éligibilité. Donc si cette instance de coordination nationale Guinée n'est pas éligible, le gouvernement guinéen, la Guinée ne pourra pas avoir ce fonds. L'instance de coordination nationale de Guinée, ICNG, est l'interface entre le gouvernement et le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Je voudrais rassurer que nous allons mettre tout en œuvre pour que la contribution de l'État puisse être effective et que le nouveau bureau puisse être à mesure de jouer le rôle qui sera le tien. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a exhorté le nouveau bureau au travail afin de vaincre les 3 maladies en Guinée. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé et du gouvernement, remercier tous les partenaires techniques et financiers, nationaux ou étrangers, engagés dans la lutte contre ces maladies. Le bureau exécutif installé aujourd'hui aura la lourde tâche de conduire les activités de coordination pour la mise en œuvre des stratégies de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose, qui causent le plus grand taux de mortalité et de souffrance physique, morale, sociale et économique à nos populations. Pour le bon fonctionnement de ce nouveau bureau exécutif, les 20 membres de l'Assemblée générale et les 20 suppléants sont condamnés à travailler en synergie. Ce pour le bonheur des Guinéens. Direction le sud du pays, plus précisément dans la préfecture de Kissidougou. Dans cette localité, la cohabitation pacifique ne date pas d'aujourd'hui. Déjà au XVIIIe siècle, les 3 principales communautés avaient signé un pacte de non-agression. Vous allez le voir, pour immortaliser cet accord, 3 pierres représentant ces 3 communautés ont été posées. L'histoire des 3 pierres dans le Kissi Faramaya, c'est un reportage signé Abdoulaye Ningelande Diallo. À moins de 3 km du chef-lieu de la préfecture de Kissidougou, voici Marasara Koli. Dans ce petit village des agro-éleveurs se dessine l'une des plus grandes histoires de Kissidougou. C'est ici que les Kourankou, les Sarakolais et les Kissiens ont signé le pacte de non-agression et de cohabitation pacifique entre ces 3 ethnies musulmanes et chrétiennes. Ces 3 pierres symbolisent cet accord. Cette histoire remonte au XVIIIe siècle. Nous avons eu de nos anciens, lorsque Dangrantouma a eu sa déconfiture dans le Manding médiéval, il a fui vers la forêt. Il est venu avec sa cour. C'est ainsi sa cour, les Sarakolais, on les a reçus. Mais après avoir constaté que ces gens-là, ils ont une culture, ils ont un langage que nous ne connaissons pas, nous avons eu une initiative, quand je dis nous, les Kissiens, les autochtones, ils ont dit, écoutez, ces gens-là, il faudrait bien qu'on fasse un serment, parce qu'ils connaissent lire, connaissent écrire, nous ne connaissons pas ça. Puisqu'on ne peut pas atteindre le Kissi sans passer par le Kourankou, parce qu'on est entouré par le Kourankou. Donc il faut les faire venir. Les deux s'étant tombés d'accord, on a fait venir la partie Kourankou et on lui a soumis l'idée. Elle aussi, comme c'est un pacte de non-agression, a adhéré à l'idée et finalement la cérémonie a eu lieu. Au cours de cette cérémonie organisée pour la circonstance, chacune des communautés derrière une pierre prêche la tolérance et la fraternité, une simulation qui relate les moments historiques qui caractérisent le Kissi Faramaya à l'époque. Aujourd'hui, même dans la gestion des activités sociopolitiques de la commune, ces 3 grandes communautés jouent un rôle primordial. Et le conseil des sages qui existe à Kissidougou dans la commune est représenté ou sont représentées toutes les ethnies qui restent, qui vivent à Kissidougou, en fonction de leurs proportions. Mais lorsqu'il s'agit des problèmes de Kissidougou qui nous intéressent, alors là sont les 3 communautés qui se retrouvent rapidement, disent attention, tirent sur la sonnette d'alarme et disent il faut qu'on fasse ça. Parce qu'après tous sont les premiers concernés. L'un des soucis des autochtones, c'est de faire de ce lieu un mausolée, ce qui va permettre à la nouvelle génération de connaître l'histoire et l'importance de ces 3 pierres. Le brassage culturel traduit par le mariage entre les différentes familles, une parfaite illustration. Éducation, la mise en œuvre du nouveau programme sectoriel de l'éducation 2015-2017, c'est pour bientôt et les acteurs du système éducatif sont en conclave pour un partage d'expériences autour de ce programme. Le commentaire est signé Denis Timbo Mongono de Kebali.
Ce nouveau plan sectoriel de l'éducation s'inscrit dans le dynamisme des efforts de l'État guinéen et de ses partenaires au développement. Il s'étend sur une durée de 2 ans. Le PSE veut faire de l'école guinéenne un modèle de formation qui répond aux standards internationaux. Plus de 50 millions de dollars seront débloqués pour la mise en œuvre de ce projet. Ce montant est destiné à mettre en œuvre un programme transitoire pour l'éducation des bases qui va s'échelonner de 2015 à 2017. On ne peut pas rentrer avec tous ces montants dans un nouveau programme sans appeler nos différents partenaires. Je vais parler des partenaires techniques et financiers, des structures étatiques au niveau central et au niveau déconcentré, et surtout les partenaires sociaux pour leur dire de quoi il s'agit en termes de vision, en termes de stratégie, en termes d'objectifs et surtout en termes de modalités de mise en œuvre. Cet atelier de partage a réuni les différents acteurs impliqués dans ce secteur. L'objectif est de favoriser une meilleure compréhension du nouveau plan sectoriel de l'éducation. Les différents ministères en charge du système éducatif avaient bénéficié d'un programme sectoriel de l'éducation qu'on appelle le PSE1, qui a pris fin en décembre 2014. Et vu les travaux qui ont été effectués et les actions menées par le gouvernement, les partenaires techniques et financiers ont souhaité nous accompagner pour un nouveau programme, le programme sectoriel PSE2. Et les ateliers que nous ouvrons aujourd'hui sont les ateliers de finalisation de ces travaux pour la mise en œuvre du nouveau programme transitoire de 2015 à 2017. Ce que nous attendons comme résultat de cet atelier, c'est de faire des réflexions, des analyses critiques qui nous permettront d'assurer une très bonne mise en œuvre du prochain programme, donc du PSE intérimaire 2015-2017, et qui est de nature à préparer aussi le grand PSE qui va démarrer probablement vers 2018. Les jours à venir, les régions administratives bénéficieront également des informations sur le PSE 2015-2017, ce avant la mise en application prévue dans les prochains mois. À Dabola, dans cette préfecture située au cœur de la Guinée, la coordination nationale du programme de microfinance et le Fonds pour l'environnement mondial renforcent les capacités opérationnelles d'une trentaine d'ONG locales. Il s'agit de mettre en balle une synergie qui harmonise les efforts afin d'une préservation responsable de notre environnement. Moussa Bangoura, de retour de Dabola. 37 ONG de la préfecture de Dabola renforcent leurs capacités opérationnelles sur le terrain. Il s'agit pour les participants d'échanger sur les informations entre les différentes ONG porteuses de projets sur un partage d'expériences et une appropriation de bonnes pratiques. Désormais, il ne s'agit pas de lister les activités qui sont mises en œuvre, mais il s'agit de dire les bénéfices que cela a procuré auprès des communautés, les changements positifs que cela a apporté. Il s'agit notamment de connaître comment élaborer un projet, comment faire un rapport d'activité d'un programme financé par le FEM et comment faire le rapport technique et le rapport financier. Au sortir de cette rencontre, les bénéficiaires seront aptes à préparer et exécuter leurs projets conformément aux dispositions de leur calendrier d'activité. Les ONG locales ont beaucoup de difficultés dans la réalisation des projets sur le terrain. Il ne s'agit pas de dire qu'on est ONG, il s'agit d'être capable d'exécuter les activités pour lesquelles on s'est engagé. Cette formation va durer 3 jours. Elle est initiée par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le bureau exécutif national de l'Association des communes de Guinée présente son rapport d'activité. L'exercice est annuel. Lors d'une rencontre entre ses membres, les débats ont porté essentiellement sur l'analyse de la situation pendant les 4 mois de 2015. On fait le point tout de suite avec Mohamed Lamine Kamara. Il y a de cela 5 ans que l'Association nationale des communes de Guinée, l'ANCG, existe. Tous les 4 mois de l'année, le bureau exécutif national se réunit pour présenter le rapport d'activité. Cette année, il s'agit de présenter la situation financière relative aux droits d'adhésion, de cotisation et les activités menées par les membres. Nous avons parlé des rapports d'activité. Qu'est-ce qui a été fait pendant ces 4 mois? Qu'est-ce que le bureau exécutif a fait?
en matière de réunion, en matière de réalisation, en matière de mission à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Sur les 342 communes, l'association totalise une adhésion de 288 communes. À ce jour, seules les communes de Macenta et de Matoto n'ont pas adhéré. Pour les cotisations, l'Elouma est la seule commune qui s'est acquittée sur les 288 communes adhérentes. Cette association est bien structurée. Si je prends dans notre région Mamou, sur les 36 communes qui sont là-bas, il y a les 36 qui ont adhéré. Donc s'il y a l'information, il y a la sensibilisation, les gens vont adhérer parce que l'association est devenue une institution auprès du département. Une association, il faut des cotisations, il faut des fonds. C'est pourquoi le point concernant la mobilisation des ressources financières a été le point le plus débattu. Au cours de cette réunion, la commune urbaine de Kankan est désignée pour organiser le Conseil national et le Congrès national de 2015 prévu au mois d'août prochain. L'UNICEF vient de mettre à la disposition du gouvernorat de la ville de Conakry 130 motos. Ces motos sont destinées aux chefs de quartier de la capitale et de la sous-préfecture de Kassa en vue de faciliter la coordination dans le cadre de la riposte à Ebola. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. 30 motos pour les chefs de quartier de la ville de Conakry et la sous-préfecture de Kassa. C'est un geste du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en collaboration avec l'ONG Zéro Pauvre en Afrique. Cette activité cadre avec la riposte accélérée à Ebola que ces engins roulants ont été donnés pour renforcer la coordination et remonter les informations. Beaucoup plus vaste dans la lutte contre Ebola auprès des autorités nationales, auprès des partenaires que j'éprouve en faisant ce geste qui, à mon avis, va permettre non seulement à ces unités opérationnelles qui sont en place dans tous les quartiers de Conakry d'être vraiment opérationnelles et de faire non seulement remonter l'information au niveau les plus élevés, mais aussi et surtout de permettre une réponse rapide, une action rapide lorsque des cas suspects ou des cas réels sont identifiés sur le terrain afin qu'ils soient pris en charge et afin qu'on puisse le plus rapidement possible rompre la chaîne de transmission Ebola en Guinée. Ce geste a été apprécié par les responsables à la base. Avec l'UNICEF, depuis le début de Ebola jusqu'à nos jours, nous égayent. Voici que les 130 quartiers ont les 130 motos pour leur unité opérationnelle, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée depuis 50 ans. C'est pourquoi je profite pour remercier sincèrement l'UNICEF et m'engager auprès de cette institution que ces motos seraient utilisées à bon escient dans le cadre spécifique de lutte contre Ebola, et nous sommes engagés davantage à continuer nos coopérations après Ebola. En plus de ces motos, l'UNICEF prévoit aussi des moyens substantiels pour les élus locaux. L'action consiste à encourager les agents à continuer le combat suivant le plan intérimaire à Ebola. Autre titre de l'actualité, ce vendredi, le monde célèbre la journée internationale du travail. Actualité oblige. Cette année, cette journée sera célébrée sous le thème Ebola, insécurité et paix. Et la Guinée s'engage à promouvoir les principes et droits fondamentaux, mais aussi les normes internationales du travail. La déclaration du porte-parole du gouvernement est commentée par Moussa Komara. La célébration de la journée internationale du travail se fait dans un contexte particulier. Près de 2 ans, le pays traverse une crise sanitaire due à l'épidémie à virus Ebola. Face à cette réalité, les autorités du ministère du Travail encouragent les travailleurs à multiplier les efforts pour l'éradiquer. Depuis plus d'1 an, la Guinée est confrontée à l'épidémie à virus Ebola qui a fait des milliers de victimes et détruit des agglomérations, nous laissant avec une pléthore d'orphelins et de veuves dans une économie fortement ébranlée par cette maladie. Cet anniversaire est donc l'occasion pour le gouvernement de réaffirmer son engagement à promouvoir la réalisation effective des normes internationales du travail pour contribuer à la promotion du travail décent. Dans le cadre de la protection des travailleurs, une série de réformes est engagée par le département de tutelle. Entre autres, la modification de l'arrêté portant indemnité de départ à la retraite, la mise en place d'un nouveau code du travail. Toutefois, d'autres défis majeurs restent à relever dans ce secteur. Et en ma qualité de ministre en charge du travail, je m'engage à travers la mise en place d'un mécanisme efficace de bonne gouvernance à promouvoir
les principes et droits fondamentaux au lieu de travail et les normes internationales du travail, les opportunités d'emploi et de revenus, la protection sociale et la sécurité sociale pour tous, le dialogue social et le tripartisme. La fête internationale du travail est instituée depuis le 1er mai 1889. Elle commémore la révolte des travailleurs de l'usine de Chicago contre l'assujettissement. Et puis ce communiqué conformément aux dispositions du décret ND-95/250/PRG/SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du vendredi 1er mai 2015, fête internationale du travail, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs. Le ministre, le secrétaire général Modiou Ribari. Le bouclier toujours levé contre le virus Ebola et le groupe organisé des hommes d'affaires multiplie les initiatives. Le GOA vient de produire un document de plaidoyer pour le redressement économique. Explication, Francis Collier. Lors de cette conférence de presse, le groupe organisé des hommes d'affaires montre à travers un document sa contribution dans la gestion de l'après-Ebola. Il s'agit pour cette ONG de s'impliquer activement en vue de mettre fin à la maladie et faire accompagner la relance de l'économie du pays. Il faut renforcer les dispositions de sécurisation des populations, le respect des normes et des principes d'hygiène et de sécurité au moins jusqu'en fin d'année 2015. Sur l'autre plan, il y a l'économie qui est sérieusement perturbée, particulièrement le secteur privé. À ce niveau, nous avons envisagé des mesures également à court, moyen et long terme. La mise en place d'un système de taxes raisonnable et incitatif, la promotion des produits guinéens à l'étranger, la pénalisation de la concurrence déloyale et la facilitation des conditions d'accès au crédit figurent dans le programme de relance de l'économie nationale. Le GOAR est l'une des premières organisations à avoir réfléchi concrètement au redressement d'une économie de développement. Enfin, et en plus bref, des kits sanitaires et une enveloppe financière pour le mouvement syndical guinéen à l'occasion de la fête du travail. C'est un geste de la Confédération patronale des entreprises de Guinée, vous le voyez déjà en image. Il vise à briser la chaîne de contamination du virus Ebola dans le monde du travail. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec notre reporter Aïssatou Oumou Diallo. Restez avec nous à suivre après le journal et la page commerciale à la deuxième et dernière partie de la révélation sur la présence d'un important champ de pierres précieuses à Kissidougou. Roger Poitoire, spécialiste des pierres précieuses, dit son émerveillement dans l'entretien de Koloma. C'est avec Kamara Aboubakar. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Grand merci à vous qui nous suivez à Konkola et partout dans le monde.